Automne 1944. C'est la libération de la France. Les troupes alliées arrivent en Alsace. C'est aussi l'heure des premières découvertes macabres dans un camp de concentration des Vosges. Un four crématoire, une chambre à gaz, une salle d'autopsie. Et dans des cuves d'anatomie à Strasbourg, les restes de corps humains. Ces atrocités portent la signature d'un homme, Heinrich Himmler. Ce sont les traces des expériences médicales pratiquées à sa demande sur des cobayes humains. Les coupables sont des scientifiques de l'une des organisations les plus actives, mais aussi les plus mystérieuses du Troisième Reich, l'Ahnenerbe. C'est une science qui est mise au service d'un programme criminel, d'un programme d'asservissement et d'extermination. La complicité de l'Ahnenerbe dans la préparation idéologique de la guerre est indéniable. Les scientifiques avaient la possibilité de pratiquer des expériences sur des cobayes humains. Sous les ordres d'Himmler, les savants de l'Ahnenerbe ont lancé des fouilles et des expéditions dans le monde entier, jusqu'au Tibet. Mais ils ont aussi cherché des remèdes médicaux au prix d'expériences atroces. Tous ces chercheurs étaient des nazis convaincus, dont le but était de prouver la suprématie des Aryens, une prétendue race d'hommes grands et forts, la seule acceptable aux yeux d'Adolf Hitler. Que cherchaient-ils et avec quelle méthode? Qu'ont-ils réellement trouvé? Pourquoi aller jusqu'au Tibet? Et qu'en pensait Adolf Hitler? En fouillant les archives inédites de l'organisation SS et en consultant les dernières recherches historiques, nous avons retrouvé la trace de l'Ahnenerbe, une organisation obscure, responsable des crimes les plus sadiques du Troisième Reich. Voici la terrible histoire de ces chercheurs en blouse noire. Voici l'unique camp de concentration installé sur le territoire français. Il se trouve à côté de Strasbourg. Son nom, Natzweiler-Struthof. C'est ici que se sont déroulés les chapitres les plus meurtriers de l'histoire de l'Ahnenerbe. Nous sommes accueillis sur place par l'historienne Frédérique Naud-Dufour. C'est très difficile, il y a un beau soleil, il y a des petites fleurs et des oiseaux et on a du mal à imaginer qu'il y avait 17 baraques derrière nous sur les terrasses, qu'il y avait 6000 hommes dans le même endroit, serrés les uns sur les autres, sans nourriture, qui devaient travailler toute la journée. C'est une réalité qu'on a du mal à percevoir aujourd'hui. Et pourtant, elle est présente dans chacun des espaces de ce camp. L'un des endroits les plus saisissants se trouve juste ici, dans ce bâtiment, où plusieurs pièces étaient consacrées à des expériences médicales sur des cobayes humains. Cette pièce d'expérimentation, de dissection, elle est située dans une aile d'un bâtiment qui est quand même lourd de sens, puisqu'on a le four crématoire qui est au milieu de ce bâtiment. Et toute l'aile droite du bâtiment est consacrée aux médecins. Ils ont même un très joli bureau, lorsqu'ils viennent de Strasbourg travailler à Natzweiler, avec une magnifique tapisserie sur les murs. Ils sont comme chez eux, comme à l'université. Et puis en face, par un contraste saisissant, il y a la chambre où dorment les cobayes, sur des espèces de chalets en bois, et où ils sont en réalité soumis à des douleurs atroces. De 1942 à 1944, le Struthof sera le théâtre des crimes des médecins de l'Ahnenerbe. Une organisation scientifique très confidentielle, dont les seuls objectifs seront d'expérimenter de nouveaux traitements médicaux et de découvrir les origines de la race aryenne, une race supérieure chère au nazisme. Le créateur de cette organisation scientifique est lui bien connu. C'est Heinrich Himmler, le bras droit d'Adolf Hitler. 1er juillet 1935, le chef des SS, Heinrich Himmler, fonde officiellement l'Ahnenerbe à Berlin. Himmler aidait la recherche et tout particulièrement les programmes qu'il considérait comme nécessaires. Il a aussi placé des scientifiques en haut lieu pour mettre en œuvre des recherches en faveur de sa politique. En coulisses, Himmler n'avance pas seul. Il est épaulé par un dénommé Wolfram Sievers. Sievers était un directeur scientifique ingénieux et inventif, mais c'était aussi un opportuniste et quelqu'un d'obsédé par l'ordre. Cet homme sans scrupules dirigera l'Ahnenerbe jusqu'à la fin de la guerre. Il est à l'origine de la radicalisation des recherches médicales au début des années 1940.
Ce virage sordide sera déclenché par une rencontre au sommet. Le soir du 23 novembre 1941, malgré la guerre, l'Université du Reich de Strasbourg organise un dîner d'apparat. Wolfram Sievers, le directeur de l'Ahnenerbe, est l'un des invités d'honneur. La plupart des professeurs de la faculté étaient des SS et beaucoup d'entre eux travaillaient pour l'Ahnenerbe. Ce soir-là, Sievers fait la connaissance d'un certain August Hirt. En se plongeant dans les archives, le chercheur allemand Julien Retzenstein a reconstitué le fil de cette rencontre aux conséquences dramatiques. Dans ces archives, on s'aperçoit que Sievers a inscrit une note à côté de chacune des personnes avec lesquelles il a discuté. Et à l'une des tables voisines de la sienne, il y avait le nouveau directeur de l'Institut d'anatomie de Strasbourg, le professeur August Hirt. Blessé au visage lors de la Première Guerre mondiale, le docteur Hirt est un chercheur très réputé, grâce à ses travaux sur un nouveau type de microscope. Il était bon dans son domaine et il réussissait d'autant plus qu'il était officier SS. En fait, sa carrière politique a profité à sa carrière scientifique. Au moment de sa rencontre avec Sievers, ce médecin travaille sur un possible remède contre un gaz de combat mortel, le gaz moutarde, utilisé durant la Première Guerre mondiale. La population allemande vit alors dans la psychose d'une attaque alliée avec ce type d'arme chimique. L'éminent chercheur profite de ce contexte pour intégrer l'Ahnenerbe. Pour Hirt, c'est l'opportunité de conforter sa réputation et de bénéficier de meilleures conditions de recherche. Le docteur Hirt souhaite tester son potentiel remède sur des cobayes humains. Sievers demande l'autorisation à Himmler. Et la réponse du chef de l'organisation SS est claire. Il donne carte blanche au médecin. Sievers et l'organisation SS devaient fournir à Hirt tout ce dont il avait besoin. Himmler précise même que si Hirt avait besoin de cobayes humains pour ses recherches, il pouvait avoir accès au camp de concentration sur simple demande. Cette autorisation officielle sera utilisée par Hirt et Sievers quelques mois plus tard, en 1942. Cet été-là, sur le front, l'armée du Troisième Reich commence à reculer pour la première fois. Tous les Allemands en âge de combattre sont mobilisés. Mais pas Sievers ni Hirt. Avec le recul et à la lumière des documents de l'époque, on se rend compte que Hirt et ses collaborateurs voulaient avant tout échapper à la guerre. L'ironie de l'histoire, si les conséquences n'avaient pas été aussi tragiques, c'est que les héros eux-mêmes ne voulaient pas aller au front. Avec ces deux opportunistes sans scrupules, l'Ahnenerbe sombre dans l'horreur des expérimentations sur des cobayes humains. De tous les bureaux de l'Ahnenerbe, le plus important est la section H. H comme August Hirt. Pour ses expériences, l'anatomiste choisit le camp de Natzweiler-Struthof. On est dans le seul camp de concentration en France. Un camp de concentration dans toute son horreur, avec la violence, la faim, le four crématoire, la prison, la chambre à gaz. En seulement 3 ans, près de 52 000 prisonniers en provenance de toute l'Europe seront enfermés entre ces barbelés. Ils travailleront dans une carrière de pierre jusqu'à mourir d'épuisement. Plus de 22 000 personnes ont perdu la vie dans ces collines. Tout en bas du camp, ce bâtiment conserve toujours les traces macabres des atrocités nazies. En particulier, une salle spécialement aménagée pour le docteur Hirt. On est ici dans la pièce où ont eu lieu les autopsies et les dissections par les médecins SS nazis qui travaillaient dans le camp. Et cette pièce est restée en l'état après la libération. C'est une des plus terribles de tout le camp. C'est ici, et dans les pièces voisines, qu'auront lieu les principales expériences de l'Ahnenerbe, et notamment les premiers tests sur les gaz de combat.
L'expérience commençait par l'application de quelques gouttes de poison sous une forme liquide, sur l'avant-bras des détenus. On essayait ensuite les remèdes thérapeutiques de Hirt à base de vitamines pour voir ce qu'il se passait. Hirt et ses assistants effectuent plusieurs essais sur 15 détenus. Ces détenus étaient choisis sur la base du volontariat. On les appâtait en leur disant qu'ils seraient traités comme des SS. Hirt souhaitait que les participants au test soient dans un état de santé comparable à celui des soldats du front. Ces détenus seront victimes d'atroces blessures sur tout le corps. 3 en mourront. Aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement combien de prisonniers du Struthof sont passés entre les mains du docteur Hirt. Le terrible médecin ne trouvera jamais d'antidote au gaz moutarde. Mais ces expérimentations sordides sont loin d'être isolées. Depuis le printemps 1942, les Juifs sont massivement exterminés dans les centres de mise à mort en Pologne, au nom de ce que les nazis appellent la solution finale. Les expériences sur des cobayes humains se généralisent. Partout, dans des dizaines de camps en Allemagne, en Pologne, aux Pays-Bas. Les expérimentations, comme elles sont en outre encouragées par la NNRB et par le système nazi, vont se multiplier dans les camps sans aucune exception. C'est-à-dire que chaque camp va avoir son ou ses docteurs attitrés qui vont y perpétrer des expériences de toute nature. Les plus barbares de ces médecins sont Karl Kloberg à Ravensbrück, Erwin Dingschuler à Buchenwald ou Joseph Mengele à Auschwitz. Le but du médecin, c'est de sauver la race. Et s'il faut sacrifier pour cela quelques individus qui ne sont pas de cette race, eh ben ça en vaut la peine. Comment des médecins ont-ils pu franchir toutes les limites de l'horreur? Pour tenter de comprendre, il faut remonter aux racines du mal, une décennie plus tôt, quand des scientifiques de toutes les spécialités ont mis leurs compétences au service d'Adolf Hitler. Berlin, mars 1933. Le Parti national-socialiste, le NSDAP, devient majoritaire. Le nouveau chancelier Adolf Hitler prend les pleins pouvoirs. Et la dictature s'installe rapidement dans le pays. À cette époque, les chercheurs allemands sont parmi les meilleurs au monde dans de nombreuses spécialités. Les prix Nobel ont couronné, dans les différents domaines de la physique, de la chimie, etc., les travaux des savants allemands. Une grande partie des scientifiques juifs quittent l'Allemagne, à l'image d'Albert Einstein en octobre 1933. Mais il reste aussi des esprits talentueux. Les jeunes universitaires et les médecins adhèrent en majorité au Parti national-socialiste. C'est une jeune génération, c'est des gens qui ont entre 20 et 30 ans, qui sont éduqués, c'est des gens qui sont très intelligents. Il y a des opportunistes qui trouvent une possibilité de faire une carrière absolument fulgurante. Il y a des gens qui sont idéologiquement convaincus. Hitler compte bien profiter de ce vivier de jeunes talents. Hitler n'était pas un scientifique. Il ne s'intéressait pas à la science en tant que telle. Mais il a tout de même fortement appuyé la recherche militaire. Le Führer a besoin des savants. Mais leurs recherches doivent profiter aux industries et servir la puissance du Troisième Reich. En coulisses, le dictateur commence déjà à préparer la guerre. Et ce qu'il appelle le Grand Reich. Bien qu'éloigné de la science, Hitler voit dans les recherches scientifiques un moyen de servir et de concrétiser son idéologie raciale. Leur idée, c'est que les races humaines, entre guillemets, ne sont pas toutes équivalentes. Qu'il y en a qui sont supérieures aux autres et qu'il y a certaines races de l'humanité, encore une fois avec des guillemets, qui sont inférieures. La race prétendue supérieure, c'est la race aryenne. Un concept ancien, mais qu'Adolf Hitler utilisera dès 1924 lorsqu'il écrit « Mein Kampf », « Mon combat ». Alors les nazis vont se lancer dans la quête impossible de cette race, qu'ils sont eux-mêmes incapables de définir précisément. Ils mettent au point des pseudo-critères physiques et généalogiques. Et à leurs yeux, tous ceux qui n'y répondent pas ne méritent pas de vivre.
Pour suivre les objectifs fixés par le nazisme, les domaines de recherche comme la médecine, l'anthropologie et l'hygiène raciale ont été largement développés. Dès le début de la dictature, les médecins seront ainsi mis au service de cette quête. Ils seront chargés de mettre en place les politiques dites d'hygiène raciale, c'est-à-dire des campagnes de stérilisation, d'avortement et plus tard, d'euthanasie. Les docteurs doivent purifier la race aryenne, d'origine germaine et nordique. Leur idéal, cheveux clairs, peau claire, yeux clairs. À ces critères physiques s'ajoutent aussi tous ceux que les nazis considèrent comme de dangereux parasites. Les handicapés, les homosexuels, les tziganes, les juifs. Mais à cette époque, le Troisième Reich ne sait pas encore quoi faire de ces individus considérés comme impurs. Pour les nazis, ce n'est pas de la spéculation, c'est une réalité que la biologie peut scientifiquement prouver et justifier. Les médecins, en particulier les anatomistes, ont été à l'origine des politiques médicales nazies. Ce sont eux qui ont clairement posé les bases du racisme biologique. Aux yeux du fidèle compagnon d'Hitler, Heinrich Himmler, les sciences naturelles et humaines doivent jouer un rôle fondamental dans la sélection aryenne et l'extension du Troisième Reich. Dans ce contexte, le chef de la SS décide de créer son propre centre de recherche pour retrouver les origines de la race aryenne. Son nom, l'Ahnenerbe. Son symbole, un arbre. Le véritable nom de l'Ahnenerbe est en fait l'Ahnenerbe allemand, Société pour l'étude des sciences humaines et préhistoriques. On peut le traduire par recherche de l'héritage des ancêtres. Donc ces ancêtres, ils vont partir dans une quête, presque une quête du Graal, pour arriver à les situer, à les trouver. Pour endoctriner les jeunesses hitlériennes et les soldats SS, le parti a besoin d'une propagande typiquement nazie. Le régime est encore jeune. L'Ahnenerbe doit servir à le légitimer et à le renforcer. Si on veut démontrer que les Allemands issus des Germains doivent dominer le monde, on doit démontrer que dans le passé, il en a toujours été ainsi. Il faut réécrire l'histoire, il faut réécrire la science, il faut réécrire tout ça à la lumière de cette idéologie. De l'anthropologie à l'archéologie, en passant par les sciences naturelles, le centre d'Himmler regroupe des thèmes de recherche très variés. Ce que Himmler entendait par la science, c'était le plus souvent des pseudosciences, car toutes ces recherches étaient guidées par l'idéologie du régime national-socialiste. À la création de l'Ahnenerbe, cette approche pseudo-scientifique se concrétise par les premières expéditions archéologiques. Des équipes partent en Europe du Nord à la recherche des ancêtres germains des Allemands. Les chercheurs rejoignent les confins de la Finlande pour étudier les légendes locales. Puis en Suède pour examiner des peintures préhistoriques. Mais aucune de ces expéditions n'offre de résultats convaincants. Hitler n'apprécie pas ces travaux qu'il juge fantaisistes. Himmler décide alors de réfléchir à une nouvelle stratégie. Pour certains idéologues nazis, la clé de la race aryenne se trouve dans les gènes d'un peuple indo-européen. Le Tibet sera la terre d'origine des élites germaniques. Mais à cette époque, ce pays exotique à plus de 8000 km de Berlin est inaccessible. Himmler rêve pourtant d'y envoyer ses savants pour démontrer la véracité des théories racistes portées par le Führer. Il ne le sait pas encore, mais son vœu sera exaucé. 2 ans plus tard. Août 1939. La guerre est proche, mais l'été bat son plein dans l'Allemagne nazie. Un événement anodin va alors passionner la population. Le 4 août, en fin d'après-midi, un avion se pose à l'aéroport de Munich. À son bord, 5 scientifiques que Heinrich Himmler vient accueillir en personne sur le tarmac. La photo fait la une des journaux. Ces 5 savants sont considérés comme des héros. Parmi eux, il y a notamment Bruno Beger, un anthropologue raciste qui sera l'un des principaux acteurs de l'Ahnenerbe. Les 5 SS sont partis d'Allemagne 15 mois plus tôt
pour rejoindre les contreforts de l'Himalaya et la cité interdite de Lhasa au Tibet. Cette expédition, hors norme pour l'époque, sera entièrement filmée et photographiée par les nazis eux-mêmes. Nous avons retrouvé ces images exceptionnelles. Ce film de propagande appartient aujourd'hui à un fonds documentaire financé par Steven Spielberg. C'est à cette époque sombre de l'histoire que naît le mythe de l'archéologue aventurier à l'assaut des contrées lointaines. Ces images ont peut-être d'ailleurs inspiré le réalisateur américain pour dépeindre les abominables nazis contre lesquels se bat Indiana Jones. Mais cette expédition, elle, est bien réelle. Et la mission officielle du voyage est scientifique. Les journaux publiaient régulièrement des comptes rendus. La population allemande devait être informée que des scientifiques allemands participaient à une formidable aventure au Tibet. C'était une réaction patriotique. Certains objectifs des SS sont plus officieux, en particulier les travaux très spéciaux de Bruno Beger. Grand, blond, les yeux bleus, ce spécialiste de la race est l'archétype de l'arien. Ce raciste convaincu a été formé par les plus grands idéologues nazis. Ce que Beger voulait, c'est d'ailleurs écrit noir sur blanc dans son programme de recherche, c'était retrouver de possibles reliques de la race aryenne. Mais il avait aussi pour projet de lancer d'importantes fouilles archéologiques. Sur place, Beger cherche également des ressemblances physiques entre la population locale et les Allemands. Son objectif, prouver qu'ils possèdent des ancêtres communs, les Aryens. Le mot arien, ça vient du sanskrit, ça veut dire noble. Beger veut transformer ce simple mot en réalité historique. En échange de quelques examens médicaux, il effectue des mesures sur plusieurs centaines d'autochtones. Taille de nez, de pieds, de bras, couleur des yeux. Il va jusqu'à réaliser des moulages de leur visage. L'expédition a aussi une vocation politique. À Lhasa, les savants SS sont reçus avec tous les égards comme les représentants officiels du pouvoir nazi. Ils rencontrent même les hauts dignitaires du régime, en particulier le régent de l'époque. Durant ces 8 mois passés au Tibet, les chercheurs SS ne trouveront finalement aucune preuve de l'existence d'une race aryenne. Peu importe l'absence de résultats concrets, cette fois, Hitler est ravi. Cette expédition inédite au Tibet est une preuve de la toute-puissance de l'Allemagne nazie. Himmler, lui, tient enfin sa revanche. Il présente ce succès comme celui de son organisation, l'Ahnenerbe, afin de lui redonner du crédit auprès du Führer. Un coup de maître, car les historiens découvriront bien plus tard que l'Ahnenerbe d'Himmler s'est approprié illégitimement l'expédition. Cette expédition au Tibet n'était pas une expédition organisée par l'Ahnenerbe ou l'organisation SS. Himmler n'en était que le parrain. Il s'est servi de ce succès comme d'un instrument de communication pour lui et les SS. À la suite de ce voyage au Tibet, Beger deviendra l'un des savants les plus importants de l'organisation scientifique d'Himmler. Et il s'illustrera quelques années plus tard dans l'un des crimes les plus sordides du régime nazi. En juin 1943, 4 ans après son expédition au Tibet, l'anthropologue Bruno Beger se trouve au camp de concentration d'Auschwitz en Pologne. Ici, l'extermination est industrialisée et l'horreur atteint son paroxysme. Chaque jour, des milliers de déportés arrivent en train pour être directement dirigés vers les chambres à gaz. Ces exécutions massives d'hommes, de femmes et d'enfants s'inscrivent dans ce que l'histoire appellera la Shoah. L'extermination systématique et méthodique des Juifs d'Europe conduira à la mort de 6 millions de personnes. Beger, lui, est à Auschwitz pour un projet qu'il prépare depuis plus d'1 an, une macabre collection de squelettes de Juifs. Il pense enfin pouvoir trouver une preuve irréfutable des différences biologiques entre les Juifs et les Aryens. À Strasbourg, August Hirt, le médecin balafré, prépare lui aussi une collection anatomique morbide.
Lui, son but, c'est vraiment de conserver la trace, comme on fait avec les australopithèques ou les mammouths dans un muséum d'histoire naturelle, c'est de garder la trace de ce qui va disparaître. Selon Julien Reichenstein, c'est Bruno Beger qui a soufflé cette terrible idée à August Hirt. Les archives qui viennent d'être mises à jour montrent clairement que c'est bien Bruno Beger qui était l'instigateur et le principal bénéficiaire de ce projet criminel de collection de squelettes. Mais bien sûr, ce crime n'aurait pas pu voir le jour sans la complicité de Hirt, de Sievers et d'Himmler. À Auschwitz, Beger sélectionne arbitrairement des hommes et des femmes, des adolescents, des adultes, des personnes âgées. Hirt avait mis une condition. Il avait dit « Moi, je ne veux pas qu'on m'envoie des cadavres, ils vont être abîmés. Je veux des gens vivants. Et on va les tuer à l'endroit où je travaille. » Les futures victimes de l'Ahnenerbe arrivent à la fin du mois de juillet 1943 au camp du Struthof. Ces 86 personnes sont assassinées dans la chambre à gaz, située dans une petite maison à 1 km du camp. Elle a été spécialement aménagée pour les recherches de l'Ahnenerbe. Un lieu de mémoire toujours accessible à l'heure actuelle. Là, on se trouve devant la chambre à gaz du camp de Natzweiler-Struthof, qui est une chambre à gaz toute bête, toute simple, qui a un espace assez petit, carrelé. Hirt fournit le gaz mortel, le Zyklon B, au commandant du camp. C'est ce même gaz qui sera utilisé dans les chambres du terrible centre de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau, tuant plus d'1 million de personnes. C'est le commandant du camp lui-même qui va faire les bases œuvres et qui va provoquer la réaction chimique en se tenant à l'extérieur de la chambre à gaz. Et le comble du macabre, c'est qu'était installée cette petite lucarne qui lui permettait d'observer ce qui se passait à l'intérieur de la chambre à gaz et de vérifier si les 86 juifs, enfin les 4 groupes, étaient correctement morts avant d'aérer la pièce et d'aller récupérer les cadavres. Découpés, décharnés, dépecés, les corps sont conservés pendant 1 an dans des cuves de formol à l'Institut d'anatomie de Strasbourg. Mais Hirt délaisse finalement le projet. Ils en ont démembré quelques-uns, ils en ont incinéré quelques-uns, mais il en reste pas mal. En novembre 1944, Hirt s'enfuit et il laisse en place un certain nombre de preuves de cette abomination. Les traces laissées par Hirt et ses infâmes confrères sont autant de preuves qui illustrent le projet vain de l'Ahnenerbe. Celui de démontrer l'existence de races et la suprématie des Aryens sur les autres peuples. Les 86 juifs qui ont été gazés dans la chambre à gaz de Natzweiler-Struthof, c'est un nombre infime par rapport aux 6 millions de juifs exterminés par ailleurs par les nazis. Et en même temps, ce nombre de 86, et même si ça avait été que 3, c'est un nombre très symbolique parce que c'est le seul exemple d'un projet qui illustre la race, qui illustre le projet racial nazi. Donc on est en plein dans la démarche raciste de l'idéologie nazie. Ce projet macabre et d'une rare violence résulte de l'obsession d'Heinrich Himmler, qui sera aussi l'un des principaux responsables du génocide juif. Sans lui, l'Ahnenerbe et ses recherches n'auraient peut-être jamais existé. À la prise de pouvoir nazi, Himmler n'a que 33 ans. Depuis 1929, il dirige l'escadron armé de protection du Führer, la Schutzstaffel, plus connue sous le nom de SS. À la différence de son dictateur, le chef de la SS est fasciné par la recherche scientifique dans des domaines très variés. Diplômé en agronomie quelques années auparavant, il est passionné par les sciences naturelles, l'histoire ou la mythologie nordique. Et il se laisse volontiers séduire par des théories beaucoup plus fantaisistes. Himmler était conseillé notamment par des adeptes de théories ésotériques et par des charlatans. Il se voyait comme le fondateur d'une toute nouvelle idéologie, une nouvelle religion de substitution. Heinrich Himmler était de plus en plus convaincu d'être la réincarnation d'un roi allemand, Heinrich, de l'époque du Moyen-Âge. Il était fasciné par beaucoup de théories occultes.
Cela pouvait aller des sorcières, au vol des corbeaux et à ce que cela pouvait présager, jusqu'à d'obscures thèses sur la naissance de l'univers. Himmler utilise ce mélange de rationalité et de délire mystique pour construire l'organisation SS et gravir les échelons du pouvoir. En 1929, l'organisation SS est un petit groupuscule de 280 personnes. En 4-5 ans, Himmler en fait une force de police de 50 000 hommes. Été 1934. Les SS éliminent les membres de l'autre faction armée du parti, les SA, et deviennent tout-puissants. Hitler va désormais s'appuyer sur eux pour construire le Grand Reich dont il rêve. La même année, Himmler installe l'Académie de formation des officiers SS dans un château du XVIIe siècle, situé au cœur de l'Allemagne, à Wewelsburg. Nous avons pu pénétrer dans cette forteresse unique, qui conserve encore discrètement aujourd'hui les mystérieux vestiges du passage des SS. Peter Meyer-Using sera notre guide dans ces lieux chargés d'histoire. Nous sommes dans la tour nord. Et cet endroit ici, c'est la salle des généraux. Elle a été construite à partir des années 40, en suivant les directives d'Himmler et de ses architectes. Ici, les savants de Lahnenerbe dispensaient des cours aux officiers SS. Chers à Himmler, ces murs ont été les témoins de l'aliénation et de l'endoctrinement idéologique nazi. Sous nos pieds, on trouve la crypte. On sait très peu de choses sur ce que les nazis faisaient dans ces salles. Il n'existe pas de documents fiables. Mais on sait qu'elles avaient une grande importance pour les généraux de l'organisation SS. Que s'est-il réellement passé au sein de ce château? Les pierres sont les seules gardiennes des événements qui se sont déroulés ici. Certains stigmates du passage des SS restent néanmoins gravés à jamais sur le sol. Comme ce symbole, aujourd'hui appelé le soleil noir. Il est directement inspiré d'écritures ancestrales que les nazis ont repris à leur compte, comme la svastika, qui donnera naissance au principal symbole nazi, la croix gammée. La svastika est inspirée de la culture indienne, où elle est probablement apparue il y a environ 10 000 ans. C'est un symbole du soleil. Himmler utilise même ces symboles mystiques dans la plupart des objets portés par les nazis. C'est Himmler qui encourage la conception des fameuses bagues SS à tête de mort et qui utilise toute cette symbolique occulte pour illustrer les origines germaniques. Mais je pense qu'il manipule très habilement ces symboles occultes pour renforcer son pouvoir et les ambitions de puissance des SS. Il cherchait à créer et à transformer l'organisation SS en une sorte d'ordre chevaleresque. C'est censé être une troupe de grands et beaux garçons d'1m75 au moins, blonds, habillés en Hugo Boss. C'est l'organisme qui a vocation à devenir l'organisme de direction du Troisième Reich. En réalité, les SS ne sont pas tous grands et blonds, mais ce sont tous des nazis convaincus. Anticlérical, raciste, autoritaire et discipliné, ce sont les caractéristiques d'un SS. Pour intégrer cette prétendue élite aryenne, les critères généalogiques et morphologiques sont très stricts. Lorsqu'un candidat voulait intégrer l'organisation SS, il devait prouver qu'il n'avait aucun ancêtre juif dans sa généalogie depuis le XVIIe siècle. Cette procédure de sélection raciale se professionnalise rapidement. Chaque personne doit répondre à des critères anthropologiques bien spécifiques. La couleur des yeux, la couleur de la peau, la taille, la forme du nez, des joues et des yeux sont étudiés. Pour Himmler, les SS représentent l'élite de cette race aryenne, dont il cherche à tout prix à prouver scientifiquement l'existence. Mais aucune des recherches menées au milieu des années 30 par Lahnenerbe ne sera couronnée de succès. C'est l'époque où Hitler juge cet Lahnenerbe de plus en plus inutile. Alors, pour éviter son démantèlement, Himmler décide de recentrer les recherches de l'Institut.
les recherches un petit peu délirantes, un petit peu parallèles. Il va s'en débarrasser pour concentrer l'Ahnenerbe dans une discipline véritablement académique et universitaire. En faire vraiment un fer de lance scientifique de l'Empire SS. C'est la progression de l'armée allemande qui va pousser Himmler à aller encore plus loin dans sa quête acharnée des origines aryennes. La mission des savants de l'Ahnenerbe est cruciale. Ils doivent prouver aux Allemands que les idées expansionnistes et antisémites du Führer sont historiquement crédibles. Début mars 1938. Les troupes allemandes entrent en Autriche. Adolf Hitler annexe le pays dans la liesse populaire, c'est l'Anschluss. En septembre, la Wehrmacht ne rencontre aucune résistance pour envahir le territoire des Sudètes. Et quelques mois plus tard, le reste de la Bohême et de la Moravie. Le Grand Reich, dont rêvent Hitler et Himmler, prend forme, sans guerre pour l'instant. À l'intérieur du pays, les actes antisémites s'intensifient. Et en novembre 1938, près de 30 000 Juifs sont déportés en camps de concentration. Dans ce contexte dramatique, l'Ahnenerbe veut s'appuyer sur l'archéologie pour démontrer que ces invasions et ces violences sont justifiées par l'histoire. C'est à ce moment-là que de nombreux archéologues rejoignent l'organisation SS et les fouilles se multiplient un peu partout sur le sol allemand. Chaque découverte est censée prouver la suprématie historique des Germains sur toute la civilisation. L'archéologie devient un rouage essentiel de l'idéologie nazie. La complicité de l'Ahnenerbe dans la préparation idéologique de la guerre est indéniable. Malgré les efforts d'Himmler, Hitler, lui, n'est toujours pas convaincu par l'Ahnenerbe. Dans l'intimité de sa maison de campagne du Berghof, il explique même à son confident Albert Speer qu'il ne comprend pas les obsessions d'Himmler pour les Germains. Hitler a dit à Speer, bon, Himmler, avec ses recherches sur les Indo-Germains, la seule chose qu'il montre, c'est qu'à l'époque où les Grecs faisaient leur grand temple, on était primitifs. Il dit à Speer, c'est une vérité que nous ferions mieux de taire. Alors que l'existence de l'Ahnenerbe est remise en question par le Führer, l'entrée en guerre de l'Allemagne n'arrange rien à la situation de l'Institut. Le 1er septembre 1939, l'armée allemande attaque la Pologne. En retour, 2 jours plus tard, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. L'offensive du Reich est fulgurante. En seulement 1 mois, la moitié du territoire polonais est conquise. Début 1940, l'armée du Führer envahit tout aussi rapidement le Benelux et les Pays-Bas. Puis au printemps, une large partie de la France. La victoire de l'Allemagne est écrasante. La guerre est un tournant pour l'Ahnenerbe. Tous les projets d'expédition sont annulés. Le centre scientifique d'Himmler est en danger. Wolfram Sievers trouve alors immédiatement la parade. En temps de guerre, les archéologues vont devenir de véritables pilleurs de trésors. Ils sont plus seulement des chercheurs, ils sont ce qu'on appelle dans le jargon de l'époque des intellectuels de combat. Et c'est le début du plus grand pillage de tous les temps. Pendant 2 ans, dans tous les territoires occupés, les archéologues nazis récupéreront et amasseront des milliers d'œuvres d'art et d'objets préhistoriques. À l'Est, ces pillages prennent une véritable tournure meurtrière. En juin 1941, l'Allemagne attaque la Russie. C'est l'opération Barbarossa. Près de 3 millions de soldats sont lancés sur un front de 2000 km. Les archéologues sont en première ligne pour piller les trésors locaux. Associés à des escadrons de la mort, ils collaborent au début de la Shoah. Et dans les camps, leurs collègues médecins de l'Ahnenerbe participent aussi à ce massacre. Parmi eux, Sigmund Rascher est un médecin de l'armée de l'air, la Luftwaffe, détaché au camp de Dachau. De la même façon que Mengele à Auschwitz, Rascher était dévoré par l'ambition. C'était un jeune médecin qui voulait devenir un grand scientifique.
En 1942, Rascher veut aider les pilotes de l'aviation allemande dont les bombardiers volent à des altitudes de plus en plus élevées. Dans l'un des blocs de Dachau, il attache des détenus dans un caisson vidé de son oxygène pour simuler les conditions d'une descente de plus de 18 km en parachute. Puis il observe les effets physiques et prend des photos. Pour ces hommes, c'était extrêmement douloureux. L'impact physique était tel que les survivants, qui étaient assez nombreux, souffraient de graves séquelles, en particulier des séquelles cardiaques. Sur les 200 détenus torturés par Rascher, 70 à 80 mourront dans d'affreuses souffrances. Les médecins de la Luftwaffe ont fini par prendre leur distance avec lui, car ils se rendaient bien compte de son délire meurtrier. À partir de l'été 1942, Rascher est évincé de l'armée de l'air, mais il continue ses sordides recherches pour le compte de Lahnenerbe. Dans l'une de ses expériences sadiques, il plonge les détenus pendant plusieurs heures dans de l'eau glacée, afin d'observer les effets de l'hypothermie. Sievers et Himmler, en personne, assisteront à l'un de ces tests. Les conclusions de Rascher à Dachau n'ont aucune valeur scientifique, car les prisonniers, qui étaient contraints de travailler sur ces expériences, ont faussé les résultats pour atténuer les souffrances de leurs codétenus. Ces expériences inhumaines de Dachau n'apportent toujours pas de résultats concrets à Lahnenerbe. Mais Sievers espère avoir plus de réussite en France, au Struthof. En 1943, Sievers ouvre les portes du camp de Natzweiler à deux médecins basés à Strasbourg, Otto Bickenbach et Eugen Hagen. Hagen est un médecin virologue, spécialiste mondial des virus, sans doute le meilleur spécialiste allemand des virus, et qui considère que la guerre lui offre l'occasion d'avancer dans sa carrière, parce que lui, il ne vise pas moins qu'un prix Nobel un jour. Sievers utilise l'autorisation d'Himmler pour permettre à Hagen de tester sur l'homme son vaccin contre le typhus, une maladie mortelle dont les épidémies déciment les soldats allemands sur le front. Le médecin va directement injecter le virus du typhus à une centaine de déportés tziganes et tester ensuite différents antidotes sur eux. Les expérimentations de Hagen n'ont pas permis de mettre au point un vaccin. En revanche, elles ont permis de diffuser le typhus dans le camp, puisqu'on a à la fin de l'existence de ce camp une épidémie. Les mêmes détenus tziganes, entre autres victimes, seront aussi utilisés par Otto Bickenbach. Comme August Hirt, le docteur Bickenbach cherche un antidote contre les gaz de combat. Ces terribles expériences se dérouleront dans la chambre à gaz du camp. Le médecin criminel fait entrer les détenus par groupe de 4 dans la pièce. Au préalable, il a donné à certains un antidote, soit sous forme liquide, soit sous la forme d'un comprimé, ou soit rien du tout. L'ironie terrible de l'histoire, c'est qu'ils doivent briser eux-mêmes l'ampoule de gaz. Donc ils s'empoisonnent eux-mêmes. Les brûlures pulmonaires provoquées par le gaz toxique sont terribles. Ça leur arrache les poumons et beaucoup souffrent après de manière épouvantable. Et 4 tziganes meurent directement des suites de l'expérience. On ne connaît pas le sort des autres, peut-être certains sont morts quelques semaines après ou dans un autre camp. Comme pour Hirt, Rascher et Hagen, il n'existe pas de chiffre précis sur le nombre de victimes de Bickenbach. Que ce soit à Dachau ou au Struthof, c'est Wolfram Sievers qui organisera à la demande d'Himmler ces expériences sordides et sadiques. Sievers a toujours cherché à devancer les ordres d'Himmler. Dans les faits, il était le seul et unique chef de Lahnenerbe. Quand la guerre s'achève, Lahnenerbe fermera ses portes sans avoir obtenu de résultats. Himmler prendra la fuite avant de se suicider lors de son arrestation par la police britannique. Wolfram Sievers, lui, n'échappera pas au procès le plus connu de l'histoire. Août 1947.
Nuremberg. 20 médecins et 3 administrateurs sont jugés par les Alliés pour leurs expériences médicales sur des cobayes humains. Parmi les accusés, il y a Wolfram Sievers, le directeur de l'Ahnenerbe. Ce procès est resté dans l'histoire comme l'un des plus emblématiques de l'après-guerre. Sous le Troisième Reich, les médecins nazis, au nom de leur idéologie raciale, ont franchi toutes les limites de l'éthique. Leurs comportements ont particulièrement choqué car ils étaient médecins. Les médecins sont supposés aider les gens. Les médecins sont supposés avoir de l'empathie et respecter la vie humaine. Le 20 août 1947, le verdict tombe. Wolfram Sievers est jugé coupable de crimes de guerre et condamné à mort pour son rôle clé dans les expérimentations médicales du Struthof et de Dachau. Mais la plupart des autres protagonistes des crimes de l'Ahnenerbe sont soit déjà morts, soit passés entre les mailles du filet de la justice. Le sadique Dr Rascher sera aussi impliqué dans des kidnappings d'enfants nazis, raison pour laquelle il est abattu en 1944 par les SS. August Hirt, le balafré, tentera de s'enfuir, mais se suicidera en 1945. En 2015, l'Institut de médecine légale de Strasbourg découvrira avec stupeur dans ses collections des restes des victimes de Hirt dans des bocaux de formol. Hagen et Bickenbach seront jugés à Metz en 1952, mais ils écoperont de peines mineures malgré le cynisme affiché de Hagen. Lors de son procès, il a le culot d'affirmer que si son expérimentation n'a pas donné de résultat, c'est-à-dire s'il n'a pas trouvé de vaccin contre le typhus, c'est qu'il a fait ses expérimentations sur des tziganes. Or, ça n'était pas des êtres humains, puisque c'était des tziganes. Donc c'est pour ça que ça n'a pas marché. Beger, le collectionneur macabre, échappe longtemps à la justice. Mais il est reconnu coupable en 1970 et n'exprimera, lui non plus, aucun remords. Il n'a passé quasiment aucun jour en prison pour son implication dans la collection de crânes de Strasbourg. Comme Beger, la majorité des médecins et des savants terribles d'Hitler a finalement réussi à échapper à la justice. Les idéologues et les archéologues de l'Ahnenerbe finiront leur carrière universitaire en Allemagne. Sans avoir nécessairement du sang sur les mains, ces savants ont pourtant essayé de justifier l'injustifiable. Invasion, pillage, déportation, extermination. En réécrivant l'histoire, en détournant l'archéologie, ils ont inculqué des idées fausses sur des différences biologiques entre des prétendues races. Leur responsabilité idéologique, elle est énorme. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils se bornent à fouiller des sites préhistoriques, à découvrir des vestiges dans des grottes ou à exhumer des tombes. Mais en fait, ils ont une idée derrière ça. Ils utilisent cette science au service d'un projet. Et ce projet, c'est un projet profondément criminel. Les nazis ne sont pas fous, les savants de l'Ahnenerbe ne sont pas fous, parce qu'ils développent au contraire un système hyper rationnel qui simplement est fondé sur des préceptes inacceptables et faux, qui sont les préceptes de la race, qui sont les préceptes de l'antériorité et de la supériorité de cette race aryenne. On peut difficilement dire de ces scientifiques qu'ils étaient fous, parce qu'ils n'étaient justement des gens remarquablement intelligents, qui étaient, pour reprendre une formule d'Elie Wiesel, des gens mal éduqués. Ils ont cherché des réponses partout, dans les sciences naturelles et certaines théories ésotériques, mais sans jamais trouver de preuves irréfutables. Certaines fictions entretiennent le mythe d'archéologues aventuriers, partis sur les traces du Graal. Mais les savants de la SS étaient avant tout des fanatiques et des criminels. L'Ahnenerbe est symbolique de la dérive nazie, de l'escalade vers l'horreur et de la façon dont les intellectuels y ont activement participé. On pourrait croire que les intellectuels, en ayant fait du latin, du grec, du lu, de la poésie, ont un esprit critique, ils se rendent dire « mais non, évidemment, il faut que nous soyons démocrates », etc., etc. Et non, ça marche pas du tout comme ça. L'histoire de l'Ahnenerbe et de son institut de recherche militaire montre clairement ce qui peut arriver quand il n'y a aucune limite juridique, financière et éthique.